C'est bon. Donc on va reprendre pour la dernière séquence de la journée. Donc pour mémoire, le Digital Habitat est bien sur 2 jours. Donc aujourd'hui, c'était une première journée digitale, entre guillemets, avec une partie présentielle et une partie distancielle, puisqu'on a à peu près 150 à 200 personnes qui participent au live en parallèle. Sachant que demain, vous avez rendez-vous avec les 30 partenaires au cours d'une quarantaine de webinaires qui sont organisés. Voilà, et on voulait conclure cette séquence d'aujourd'hui avec un regard un peu différent sur le secteur de l'habitat, avec l'intervention de Time for the Planet, puisque on a évoqué au cours de la journée deux enjeux majeurs, celui de la relation client et de la donnée immobilière. Mais ça nous semblait compliqué de finir cette journée sans parler carbone, enjeu qui traverse nos organisations et sur lesquels les bailleurs sociaux sont souvent, vont être attendus plus que les autres pour décarboner les activités. Donc on accueille Emma Scribe qui est directrice des investissements chez Time for the Planet. Donc Time for the Planet qui est un modèle assez original de mobilisation de financement et d'intervention dans différents secteurs pour décarboner les industries. Voilà, merci Emma en tous les cas ta venue. Et donc en 20 minutes, une demi-heure, on va essayer de revenir sur le modèle Time for the Planet et sur les interventions dans le secteur du bâtiment notamment. Super, merci beaucoup. Bonjour. Alors, si je mets les slides, super. Bonjour à toutes et à tous, ravi. L'objectif, c'est que je vous présente un peu plus en détail ce que fait Time for the Planet, notamment que je vous présente 2 des innovations dans lesquelles on a investi qui ont un impact direct sur le bâtiment et qu'on se garde peut-être 10 minutes de questions. Donc je vais parler très vite, j'espère que ça ira. Mais l'idée, c'est de pouvoir quand même vous présenter le projet dans toute son ampleur parce que un des leviers de Time for the Planet, c'est la notoriété. Donc on parle beaucoup sur les réseaux sociaux et on touche aujourd'hui plus de 150 millions de personnes par an sur les réseaux sociaux. Mais Time for the Planet, c'est aussi toute une partie immergée de l'iceberg sur un certain nombre de sujets. Et c'est tout l'objectif de cette prise de parole aujourd'hui. Donc, l'idée, c'est peut-être de vous présenter d'abord le projet par une courte vidéo de 3 minutes pour que vous mettre dans le bain et après, je rentrerai dans le détail. Je ne sais pas comment marche cette télécommande. En règle générale, il faut faire suivant. La décarbonation de notre économie, c'est l'urgence absolue. Et pour ça, on va avoir besoin d'innovation. La bonne nouvelle, c'est que ces innovations existent déjà toutes. Maintenant, le sujet, c'est d'accélérer leur déploiement à l'échelle mondiale. C'est l'objectif de Time for the Planet. Déployer 100 innovations majeures ayant un impact direct et mesurable contre les gaz à effet de serre. Pour y arriver, Time for the Planet leur apporte des financements, une équipe entrepreneuriale et un modèle économique solide inspiré de l'open source. Ça s'appelle Time for the Planet. Time for the Planet. Beyond the Sea avait besoin de Time comme accélérateur. On a voulu faire une levée de fonds pour aller vite, fort, loin. Et c'est un grand plaisir aujourd'hui de travailler avec Time, avec ses actionnaires, et que tout le monde nous aide aujourd'hui à démocratiser ce produit. Les relations se sont accélérées avec les pouvoirs publics, avec les scientifiques. On veut que ça se diffuse extrêmement vite. Qui mieux que Time pour nous accompagner là-dessus? Time for the Planet a pu nous apporter la partie investissement qui va nous permettre vraiment de fiabiliser la technologie et d'aller sur le marché le plus rapidement possible. Ça, c'est vraiment un projet que j'aurais aimé créer. Tout le concept, je trouve que c'est génial. C'est un vrai projet entrepreneurial, c'est un vrai défi collectif. 3 ans après, vous êtes crédible maintenant. Vous tenez votre promesse, il n'y a pas de fake dans Time, c'est sûr. Les projets naissent, il y en a d'autres dans le pipe qui arrivent. Ça devrait être la licorne, 2 licornes de demain.
Ensemble, nous pouvons relever le plus grand défi de l'histoire de l'humanité. Rejoignez-nous. Alors, c'était une petite vidéo qu'on avait fait pour le grand défi lyonnais, donc, comme vous l'avez compris, c'est une entreprise qui est née à Lyon. Et donc, ce défi a été dépassé, puisqu'en fait, on a levé plus d'1,5 million d'euros il y a quelques mois autour de ce défi. Mais c'est une vidéo qui, je trouve, présente bien où en est le projet. Donc, maintenant que nous n'avons plus que 17 minutes pour que je vous présente plus en détail, je vais quand même vous rappeler un peu quelle est la thèse d'investissement de Time for the Planet. Aujourd'hui, Time for the Planet, je vais me mettre ici, comme ça vous verrez tous bien. Pour les personnes en live, c'est bon ? Ok, super. Donc en fait, l'idée de Time for the Planet, c'est d'investir dans les 5 plus gros secteurs émetteurs de gaz à effet de serre d'après les rapports du GIEC. Donc comme vous pouvez le voir, le bâtiment est un des secteurs, évidemment. Et après, l'idée, c'est d'avoir notamment 4 secteurs on va dire 4 leviers d'intervention qui nous permettent vraiment d'avoir une thèse d'investissement bien cadrée et qui nous permet de tout de suite savoir si une innovation va rentrer ou pas dans notre périmètre d'intervention. Après, ce que je trouvais intéressant de vous raconter aujourd'hui, c'est en fait qu'est-ce que Time for the Planet fait et pourquoi. En fait, aujourd'hui, l'innovation, c'est beaucoup de freins et l'innovation en matière de décarbonation, c'est beaucoup de freins. Et en fait, le modèle de Time for the Planet est né de ces freins en se disant en fait aujourd'hui il y a 3 grands freins, il faut qu'on les transforme en des leviers d'action pour faire en sorte que la décarbonation arrive le plus vite possible. Et du coup c'est de ça dont je voulais vous parler aujourd'hui et de nos 2 grands principes auxquels on a un peu qu'on a injecté dans le projet et qui nous paraissaient aussi fondamentaux, vous le verrez. Le premier levier d'action de Time for the Planet, c'est de faire en sorte que des travaux de recherche dans des labos, souvent coincés dans des labos, se transforment en véritables produits ou services. Aujourd'hui, cette transformation, elle ne peut advenir que par, évidemment, de l'argent, mais aussi des compétences entrepreneuriales, et j'y reviendrai. Le deuxième levier hyper important, c'est que en fait, on s'est rendu compte que pour qu'une innovation se déploie à l'échelle mondiale, ça peut prendre plusieurs années, voire plusieurs décennies. Et aujourd'hui, en matière de climat, on n'a pas du tout le temps d'attendre et on a vraiment besoin de déployer des modèles qui passent à l'échelle très très vite dans tous les pays du monde. Et donc, c'est la raison pour laquelle on a imaginé un système de licence. Donc, le licensing, hein, c'est un système très simple, mais libre et qui s'inspire en fait de l'open source. Mais vous le verrez, qui permet quand même de garantir un modèle économique rentable pour chacune des entreprises qui mettent à disposition du monde entier leur innovation. Et le troisième frein à l'innovation aujourd'hui, évidemment, c'est le financement. Aujourd'hui, les chercheurs, les innovateurs, les innovatrices peuvent passer jusqu'à 50% de leur temps à chercher de l'argent et c'est tout à fait inefficient. Et en matière de décarbonation, pareil, on n'a pas du tout les moyens de se permettre d'être à ce point inefficient. Et donc, du coup, c'est pour ça que Time for the Planet est un fonds d'investissement et investit en capital dans les sociétés. Donc ça, c'est les 3 grandes motivations de Time for the Planet. Et après, ce qui était important pour nous, c'est qu'on y adjoigne 2 principes qui sont là encore des leviers d'action pour nous. La première chose, c'est que notre boussole, c'est l'impact. Alors aujourd'hui, l'impact est un mot fourre-tout, un petit peu effervescent parfois. Là, l'idée, c'est vraiment de se dire, nous, notre mission, c'est de tabasser des gaz à effet de serre, on le dit comme ça. Donc notre seule boussole, c'est le CO2. Et donc on veut pouvoir systématiquement choisir le projet le plus décarbonant, VS le ROI. Bien sûr, toutes les entreprises qu'on crée sont rentables, vous le verrez, mais l'objectif, c'est de toujours prioriser l'impact. Et du coup, on n'a pas de dividendes financiers pour nos actionnaires, mais des dividendes climat qui sont une mesure extra-financière de la performance de l'actif. Alors ça fait beaucoup de mots un peu jargonneux, mais en fait c'est ça, c'est-à-dire que pour chaque euro investi dans Time for the Planet, on est en capacité de vous dire combien de tonnes de CO2 ont été réduites ou captées par cet investissement, et ça chaque année au réel de ce qui a été vendu par chaque entreprise. Et la deuxième chose qui est hyper importante dans Time for the Planet, c'est que c'est ouvert à tous et à toutes. Alors sans doute certains d'entre vous connaissent les concepts de crowd equity. L'idée c'est que Time for the Planet, pour un citoyen ou une citoyenne, c'est ouvert à n'importe qui à partir de 1 euro, il faut être majeur, mais c'est tout, dans tous les pays du monde. Et parce qu'en fait, aujourd'hui, le climat, c'est un sujet qui est tétanisant, qui est gigantesque, qui est parfois très compliqué. Enfin, je ne sais pas si vous avez déjà essayé de lire un rapport du GIEC, mais même la synthèse pour les décideurs, c'est quand même pas une mince affaire. Et donc, il y a un vrai enjeu à faire en sorte que le climat devienne un sujet dont n'importe qui peut s'emparer. Et donc, du coup, c'est pour ça que Time for the Planet est un fonds d'investissement citoyen.
Donc vous avez les contours du projet. Maintenant, allons un petit peu plus en profondeur. En fait, ce que je voulais vous expliquer un petit peu là aujourd'hui, c'est comment on sélectionne les innovations. Donc ce fameux levier de transformation d'un travail de recherche en un service ou un produit que n'importe qui peut utiliser. Ça passe évidemment par un processus de sélection qui commence au début par de l'évaluation et donc qu'on pourrait dire de l'intelligence collective. Donc l'intelligence collective, c'est pas un truc de hippie, hein, c'est quelque chose de vraiment scientifiquement orchestré et qui aujourd'hui est extrêmement puissant sur certains sujets, et notamment pour l'évaluation des innovations. Aujourd'hui, on a plus de 7000 personnes. Donc là, à chaque fois, enfin, c'est le problème de time. Hein, c'est-à-dire que tous les chiffres systématiquement sont faux parce qu'on forme 200 nouveaux évaluateurs par mois. Donc voilà. Mais donc, il y a plus de 7000 personnes qui ont été formées. Et ça permet aujourd'hui d'avoir entre 50 et 100 évaluations par innovation. Et ça représente des dizaines d'heures d'évaluation. Et ça permet surtout d'avoir un avis qui se dessine et une note de 1 à 5 qui permet de faire sortir en fait les pépites les plus prometteuses. Après, évidemment, on a une analyse technique par un comité scientifique qui aujourd'hui est assez français, mais l'objectif, c'est de l'internationaliser assez rapidement. Ensuite, on a une validation marché parce qu'en fait, toutes les entreprises dans lesquelles on investit, comme on est un fonds, sont rentables ou un modèle économique à terme. Sur la captation du carbone, c'est un petit peu plus long, mais évidemment qu'on est très au courant qu'on ne sauve pas le monde avec des entreprises en faillite. Donc, il y a un vrai enjeu à faire en sorte qu'il y ait un modèle économique solide. Et la dernière étape, évidemment, c'est une décision en assemblée générale, puisque Time for the Planet est une entreprise avec des actionnaires. Donc, en fait, on organise des assemblées générales à 110 000 actionnaires. Donc, ça prend un peu de l'ampleur en ce moment. On nous a dit, vous avez loué le Vélodrome pour la prochaine? On a dit, non, on fait ça en ligne, vraisemblablement. Mais c'est très important. Après, sur la partie donc chiffres, donc là encore les chiffres sont plus vraiment à jour, mais si là c'est pas mal. 1200, on est à 1200 dossiers reçus et 471 étudiés par des évaluateurs, parce qu'en fait il y en a plein qui rentrent pas dans la thèse d'investissement de Time. Par exemple, la permaculture à Bordeaux, ça rentre pas dans la thèse d'investissement de Time. Ou la lutte contre le plastique, ou voilà, ça rentre pas dans. L'idée, c'est vraiment de pouvoir faire en sorte que ça ait un impact direct et massif et que ce soit déployable et duplicable dans tous les pays du monde ou presque. Et on a notre comité scientifique qui en a screené 41. Et donc on a 5 premières entreprises dans lesquelles on a investi. On a voté 2 nouveaux investissements en décembre dernier. Voilà. Et la transformation dont je vous parlais, elle est hyper importante, bien sûr, sur la partie sélection, mais aussi sur la partie, j'ai envie de dire, entrepreneuriat. Puisque comme vous l'avez vu dans la vidéo, en fait, quand Time for the Planet investit, non seulement on investit du capital, mais on va aussi challenger l'équipe en place. Et à la différence de fonds d'investissement classiques qui vont choisir le projet et l'équipe, nous, on choisit que le projet. Et si l'équipe n'est pas au rendez-vous, on va aller sourcer des profils d'entrepreneurs aguerris qui vont venir véritablement propulser la boîte d'un point de vue commercial. Mais on le reverra avec les 2 exemples dans le bâtiment que je vous ai proposé aujourd'hui. La deuxième partie est hyper importante, c'est la partie des licences libres. Alors, les licences libres, c'est très simple. En fait, c'est le concept, c'est de se dire, pour chaque innovation que Time for the Planet va déployer, il faut faire en sorte qu'elle se déploie le plus vite possible dans tous les pays du monde. Donc comment on fait? On protège avec un brevet, mais simplement, l'idée c'est d'orchestrer l'innovation et pas de l'empêcher. Donc ce qui se passe, c'est que... je pensais avoir 2 autres slides, mais c'est pas grave. En fait, il y a des droits et des devoirs, donc on signe un contrat. Par exemple, si demain on développe un modèle de batterie et que Tesla veut intégrer ses batteries dans ses bornes de charge, eh bien, ce sera possible. Simplement, il faudra que Tesla signe un contrat qui stipule évidemment toutes les caractéristiques techniques qu'il faut respecter, tout l'audit auquel il faut se soumettre et un certain nombre aussi de paramètres. Je vous le montrerai avec Coolroof, ce sera beaucoup plus parlant. Mais les licences libres, l'idée c'est que plus il y a de concurrents, plus l'innovation mère gagne de l'argent. Ou est rentable, ou fait grandir sa notoriété, ou sa marque, etc. Exactement comme a pu faire les Simanvika, exactement comme a pu faire Intel dans les ordinateurs. Voilà. Il y a des tonnes et des tonnes d'exemples aujourd'hui dans le monde réel qui montrent que les contrats de licensing, ça peut être très, très bénéfique pour on va dire, le déploiement d'innovation à l'échelle mondiale. Et l'idée, c'est vraiment de se dire, quand Time for the Planet investit dans une innovation, elle ne déploie pas une entreprise, elle déploie un marché entier.
Sur la partie financement, en fait, c'est très simple. Hein. C'est comme je vous le disais, il y a beaucoup de chercheurs, beaucoup d'innovateurs, d'innovatrices qui passent leur temps à chercher de l'argent. Et ça, c'est un vrai problème en termes d'efficacité. Donc nous, on leur apporte du capital. On leur apporte du capital qui vient d'investisseurs très différents. Aujourd'hui, il y a plus de 2500 entreprises qui sont devenues actionnaires de Time for the Planet. La boulangerie du coin, la pharmacie d'en bas de chez vous, mais aussi des grands groupes cotés. Donc il y a vraiment un panel de tailles et de secteurs très, très différents. Et évidemment, des citoyens, puisqu'en fait, aujourd'hui, il y a seulement 4% des actionnaires de Time for the Planet qui sont des personnes morales, donc des entreprises, et tout le reste, c'est des citoyens. Après, pour bien comprendre le modèle de Time, c'est assez simple. C'est qu'en fait, nos actionnaires investissent des fonds. Nous, on déploie des entreprises qui sont rentables et innovantes. Et chaque année, elles remontent des tonnes de CO2 équivalent réduit tout capté, ce qui nous permet de distribuer la mesure exacte en termes d'impact CO2 à nos actionnaires sous la forme de ce qu'on appelle des dividendes climat, et je vais enchaîner là-dessus. Et ce qu'il faut bien voir, c'est que donc, ces entreprises rentables, elles vont générer à un moment donné un bénéfice, soit parce qu'on va les vendre, donc on va faire ce qu'on appelle des exits, soit elles vont nous remonter des dividendes financiers, elles, et ces dividendes financiers-là vont être réinvestis dans une nouvelle génération d'entreprises, de façon à ce que votre argent, l'argent des actionnaires, travaille à la décarbonation en continu de l'économie. Donc en fait, Time for the Planet, c'est un placement à taux zéro, c'est pas un don, c'est pas... voilà, c'est vraiment de se dire, je mets mon argent pour que d'ici 10 ans, nous, l'objectif, c'est d'offrir la possibilité à nos actionnaires de sortir de Time for the Planet à horizon 10 ans. Et c'est de se dire, voilà, cet argent-là, à quoi j'ai envie qu'il serve? J'ai envie qu'il décarbone, et je le place chez Time for the Planet. Et dans 10 ans, nous, notre promesse vis-à-vis de nos actionnaires, c'est de vous rendre cet argent sans intérêt, mais ça aura constitué un bon gros intérêt pour la planète et le climat et l'humanité, hein, parce que globalement, c'est pas le climat qu'on sauve, c'est surtout les humains. Donc ce système de dividende climat, en réalité, il est très simple à comprendre. Aujourd'hui, une tonne de CO2, on peut la mesurer, on peut savoir exactement, notamment avec ce qu'on appelle les analyses de cycle de vie, les scénarios de référence, un certain nombre de choses que vous devez connaître aussi. Et l'idée, c'est de se dire, si j'investis 10 euros, 100 euros, 10 000 euros, 10 millions d'euros dans Time for the Planet ou dans n'importe quel autre fonds d'investissement ou dans une start-up qui, par design de A jusqu'à Z, produit des services ou des produits qui décarbonent, et je saurais exactement combien de tonnes de CO2 ça aurait réduit ou capté grâce à mon argent. Parce qu'on sait tous que le capital est un effet de levier, et donc l'idée, c'est de pouvoir le mesurer. Parce que je ne sais pas si vous vous êtes rendu compte, mais si demain vous gagnez au loto et vous essayez de placer votre argent pour maximiser votre rentabilité financière, vous aurez à peu près 177 000 indicateurs pour le maximiser. Mais si vous gagnez au loto et que vous avez envie de placer votre argent pour le rentabiliser par rapport à l'impact positif en climat, il n'y a pas beaucoup d'indicateurs. Et le dividende climat a vraiment vocation à réduire ce gap. Donc cet outil, en fait, il a été, nous en tant que fonds, on l'utilise à Time for the Planet. En fait, il a été co-construit par pas mal d'acteurs internationaux, que ce soit le CDP, c'est plein d'acronymes un peu horribles. Je ne sais pas si certains d'entre vous, ça fera écho, mais la branche climat de l'ONU, SWEEP, l'ADEME aussi en France, Gold Standard, qui est un gros vendeur de crédit carbone à l'international, etc. Et donc voilà, l'idée, c'est vraiment de se dire, avec une méthodologie robuste, donc aujourd'hui, si vous tapez Climate Dividends sur Internet, vous trouverez le site Internet, le protocole de 80 pages. Moi, souvent, quand j'essaie de le lire, je m'endors, mais j'ai participé à le rédiger, donc en plus, je le connais. Donc voilà, mais... donc l'idée, c'est vraiment de se dire qu'aujourd'hui, on a vraiment besoin d'une méthode pour mesurer l'impact positif de l'actif, parce qu'aujourd'hui, il y a le bilan carbone qui est très important, qui permet de mesurer le poids en carbone, mais quelle est ma contribution à la neutralité carbone mondiale? Et c'est vraiment ça que le dividende climat permet, et c'est la promesse qu'on fait à nos actionnaires, et c'est la promesse que vont faire de très nombreux fonds d'investissement qui se sont emparés de cet outil et qui vont l'utiliser, donc dans un schéma par ailleurs assez classique, hein, où là, pour le coup, d'autres fonds proposent un TRI et un dividende climat. Voilà. Et le deuxième principe dont je vous parlais, qui est hyper important, c'est la partie vraiment communauté, et que Time for the Planet, c'est un fonds d'investissement citoyen, ouvert à tous et à toutes. Alors pourquoi c'est intéressant? En fait, parce que évidemment, voilà, on est très nombreux, on représente la société civile dans sa diversité, dans son ensemble, mais surtout parce qu'on peut orchestrer très régulièrement des exercices d'intelligence collective qui sont hyper puissants. Alors bien sûr, il y a la partie évaluation, mais après, il y a aussi toute la partie commerciale et RH de donc, ce qu'on appelle nos participations, qu'on appelle affectueusement nos étoiles, qui sont les entreprises dans lesquelles on a investi. Et aujourd'hui, Time for the Planet, grâce à ses actionnaires, donc c'est 110 000 actionnaires, permet d'être un accélérateur d'un point de vue RH, puisqu'en fait, il y a
plein de nos participations qui recrutent très régulièrement parce que c'est des entreprises qui grossissent et donc du coup elles arrivent à propulser leurs offres d'emploi beaucoup plus facilement grâce au réseau de Time for the Planet et à ses actionnaires. Et aussi on est un levier commercial puisque aujourd'hui une entreprise qui est financée par Time for the Planet va pouvoir avoir accès au réseau des 110 000 actionnaires qui sont des potentiels clients, des potentiels partenaires et ça s'est déjà observé dans au moins une trentaine de fois depuis qu'on a investi. Donc en fait, quand on investit dans une participation, on met en marche vraiment ce mouvement citoyen hyper puissant et qui, on l'espère, va nous permettre d'aller extrêmement vite d'ici les prochaines années. Pour vous donner un peu une vue d'ensemble, aujourd'hui, Time for the Planet, c'est le plus grand crowdfunding d'Europe dédié au climat. Donc là, les chiffres de la vidéo, du coup, n'étaient pas encore à jour. Mais donc, à la fin de l'année, on a fait une grosse accélération. Donc, on est à pratiquement 17 millions d'euros levés. Comme je vous le disais, on est, alors pareil, là, les chiffres ne sont pas bons, mais c'est 150 millions de personnes touchées par an sur les réseaux sociaux, tout réseau confondu. Donc, en fait, aujourd'hui, et d'ailleurs, il va y avoir, je vous fais un petit teasing, mais on va annoncer des grosses nouvelles et un bel élan pour les 3 prochaines années de Time for the Planet parce qu'on se rend compte qu'on n'est plus seulement juste un fonds d'investissement, on a un fonds d'investissement citoyen, on est presque un média, donc on a aussi une responsabilité par rapport à ces sujets-là. Et on a 110 000 actionnaires qui sont tous copropriétaires du projet et qui chaque jour organisent des conférences, nous proposent d'intervenir, nous font rencontrer des ministres, ça c'est vrai aussi. On a rencontré Elisabeth Borne grâce à 3 de nos actionnaires Time for the Planet, donc c'est quand même extraordinaire et c'est que le début. C'est que le début. Là, ça, c'est les 5 premières innovations déployées par Time for the Planet. Je vais vous en parler plutôt de 2 qui me semblent être particulièrement pertinentes pour les professionnels que vous représentez. La première, c'est Cool Roof, que vous avez peut-être vu un petit peu en vidéo. Donc, c'est une peinture blanche qui permet de réfléchir le soleil et qui permet de réduire drastiquement la température à l'intérieur des bâtiments. Donc, en fait, aujourd'hui, ils sont nés dans le Finistère, mais ils se déploient un peu partout et notamment beaucoup au Sénégal et en Côte d'Ivoire, parce qu'aujourd'hui, il y a des bâtiments dans le monde qui, s'ils ne sont pas refroidis, proposent des conditions de vie létales. Donc, c'est-à-dire que les gens meurent dedans. Donc, c'est quand même un petit problème. Et du coup, voilà. Et ce qui est intéressant, c'est que Cool Roof, c'est éligible au CEE. Alors, je ne sais pas quel est l'acronyme, mais ça permet notamment de générer des crédits carbone. Et du coup, en fait, la licence libre, on est en train de la déployer avec eux. Et l'objectif, c'est de faire en sorte que chaque mètre carré de peinture Cool Roof qui est installé permet de générer un crédit carbone qui va être remonté à Cool Roof France et qui va leur permettre d'investir dans la R&D pour améliorer le produit et le redistribuer à tous les licenciés qui auront copié. Et donc du coup, ça c'est vraiment une super belle histoire. Julien, donc c'est un exemple, hein, il était déjà directeur général quand on a investi, on l'a beaucoup challengé, on l'a trouvé très bon, donc il est resté en place. Donc on l'a pas nommé, mais voilà. Et en fait aujourd'hui, Cool Roof France, ça permet vraiment de réduire la température des toits plats, industriels, sur tout type de surface, de plusieurs dizaines de degrés en surface, bien sûr, et à l'intérieur, ça permet pareil de faire descendre la température de manière très significative. Et ça permet, dans les politiques, enfin dans les enjeux actuels autour du refroidissement des bâtiments et de l'énergie que ça peut coûter, c'est vraiment, vraiment très intéressant. Et là, en termes de chiffre d'affaires, ils ont énormément explosé en fait cet été et donc on est très content de les accompagner sur le déploiement de cette licence libre qui a vocation à se développer partout dans le monde. Et après la deuxième innovation, donc ça c'est un peu des tableaux, mais en gros c'est pour vous dire le chiffre d'affaires projeté et le CO2 réduit en milliers de tonnes. Donc on est sur des très très forts taux de réduction. C'est pour ça aussi qu'on a investi, évidemment. Leviathan Dynamics, c'est une autre innovation qui, elle, est plutôt qui est pareil sur les sujets de refroidissement, mais qui a un scope d'action un petit peu plus large. En fait, l'idée, c'est qu'aujourd'hui, dans les climatiseurs, dans les frigos, etc., sont contenus des gaz HFC, qui sont des gaz fluorés, refroidissants. Et c'est jusqu'à 1500 fois pire que le CO2. Donc, c'est très, très réchauffant et il y a des fuites. Enfin bref, je vous laisse imaginer. Donc, il y a un vrai enjeu à les remplacer. Et donc, Leviathan Dynamics a inventé un système de compression qui crée du froid
et qui peut créer du froid aujourd'hui qui est froid type frigo, mais qui pourrait même faire du très très froid, donc des températures négatives. Et donc ça s'applique à pas mal de choses, et notamment avec le bâtiment pour du confort thermique. Et donc ça réduit de 30% la consommation électrique des bâtiments qui installeront des machines Leviathan Dynamics. Et donc il y a 0 gaz HFC. Et ce qui est intéressant avec Leviathan Dynamics, c'est que donc pour la petite histoire, avant Time for the Planet, Leviathan Dynamics c'était une entreprise menée par Carino et Alan, les deux inventeurs extraordinaires spécialistes de la thermodynamique des fluides. Donc avant de rentrer dans Time for the Planet, je ne savais même pas que ce mot existait, mais voilà. Ils étaient ingénieurs et ils avaient fait 0 € de chiffre d'affaires, parce qu'en fait c'est des chercheurs et que ce qui les fait kiffer c'est de chercher, c'est pas de commercialiser. Et donc du coup on s'est dit, vous avez une pépite absolue entre les mains, voilà, il faut absolument que ce produit se commercialise. Et donc du coup on a trouvé Naoufel, qui est un CEO qui a travaillé dans l'industrie pendant des années avant, qui est rentré dans l'entreprise en tant que CEO. Donc c'est pas un coach, c'est pas un operating partner comme ce que peuvent faire certains fonds de venture capital où ils viennent mais ils sont là un jour par semaine. Non, non. Naoufel, il a pris des parts, il est CEO, il est directeur général, il est salarié de la société. Et en fait, c'est totalement spectaculaire. Hein. Dans le cas de Leviathan Dynamics, le chiffre d'affaires a été multiplié par 10 en 6 mois. Et il y a 4 pilotes industriels qui ont été vendus auprès de grands groupes type Ariane Group, etc. Donc voilà, et l'objectif c'est qu'évidemment, donc ils travaillent sur plusieurs types de compresseurs pour que l'application soit de plus en plus large et soit très pertinente à la fois pour des bâtiments industriels, on va dire voilà, commerciaux, mais aussi des bâtiments d'habitation. Donc je pense que je vous ai tout dit. Aujourd'hui, Time for the Planet, on fait beaucoup de bruit, mais en fait, on a besoin de soutien de chacun d'entre vous. Donc, si c'est un sujet qui vous touche, si c'est un sujet qui vous intéresse, si vous flashez ce QR code, normalement, et que j'ai pas fait trop de bêtises dans mes clics, vous pouvez acheter des actions Time for the Planet. Aujourd'hui, c'est un mouvement qui ne grandit que grâce à vous. Donc, voilà, si vous avez envie, à titre personnel, de devenir actionnaire, j'en serais ravie. Si vous avez envie de faire en sorte que votre entreprise devienne actionnaire, j'en serais ravie aussi. C'est moi qui m'en occupe, donc n'hésitez pas à venir me voir. Et l'ambition de Time for the Planet, elle est gigantesque parce que le problème est immense. Et maintenant, je pense que je peux répondre à vos questions. J'ai parlé 24 minutes, donc nous avons précisément 6 minutes pour échanger ensemble. J'espère que ce sera suffisant. Madame a une question. Trop bien! C'est la famille un peu. 110 000, ça fait une grosse famille, mais bon. Je suis Hélène Martin, chef de projet SI fonctionnel chez Podelia, et donc je suis chez Time for the Planet depuis 2 ans. Je vous suis à peu près tout le temps, sur tous les réseaux. Ouais, j'ai la pression là. Qu'est-ce qu'elle va dire? Non, en fait, je vous remercie parce que je suis contente de vous voir aujourd'hui, tout simplement parce que je vais pouvoir porter votre voix au CODIR. Voilà. Donc je pense qu'il y a notre chef de projet RSE, donc voilà. Merci. Olivier Mézeret, groupe Valoffice. Vous brassez quand même un capital important. Comment êtes-vous contrôlé? Par l'autorité des marchés financiers. Aujourd'hui, Time for the Planet détient un prospectus visé par l'AMF qu'on a obtenu en décembre. Et en fait, donc on est un fonds d'investissement, donc on est contrôlé par l'AMF, on est contrôlé par un commissaire aux comptes aussi. Voilà, donc c'est les 2 instances de contrôle. Et après, en interne, Time for the Planet est contrôlé par un conseil de surveillance qui est constitué de personnes qui, par exemple, on a l'ancien directeur de la COFAS qui a monté une très grande entreprise et voilà, Jérôme Caz, on a des avocats voilà, qui sont une instance interne de contrôle que Time for the Planet continue à exécuter sa mission correctement et prend les décisions qui représentent les intérêts des actionnaires. Merci. Et je peux en profiter pour poser une autre question. Oui, bien sûr. On voit bien que dans votre processus, il y en a un qui est absolument critique, c'est la sélection finale par votre comité scientifique. Ces scientifiques-là, pareil, comment ils sont recrutés et comment
est-ce qu'il y a un processus d'où ils sortent? Non, pas forcément d'où ils sortent, mais est-ce qu'il y a un processus scientifique classique, c'est-à-dire très ouvert, basé sur des publications transparents, avec la possibilité de débat, etc. Oui, bah, c'est une super question. Alors, il faut voir quand même que quand Time for the Planet s'est créé et qu'on a dit, bah oui, on va faire un comité scientifique avec 14 scientifiques excellents dans leur domaine, etc., tout le monde nous a dit, mais jamais de la vie, jamais, jamais. Et en fait, si, ça s'est produit, en fait, parce qu'on a eu la chance de rencontrer Jean Jouzel, qui est un ancien vice-président du GIEC et qui a soutenu dès les premières heures le projet, et du coup qui nous a présenté à pas mal de scientifiques, anciens scientifiques au sein du GIEC, etc. Le processus s'est fait de manière assez organique, c'est-à-dire qu'en fait, Jean nous a présenté des personnes qui elles-mêmes nous ont présenté d'autres personnes, et ça s'est constitué de manière assez naturelle, sachant qu'après, évidemment, au sein du comité scientifique, donc j'aurais pu vous montrer la slide avec les logos, on a essayé de faire en sorte que chacun ait une expertise sectorielle par rapport aux 5 secteurs dont je vous parlais, donc bâtiment, agriculture, transport, industrie, énergie, mais ou une expertise thématique, j'ai envie de dire. Donc on a un spécialiste de l'ACV, on a une personne qui est spécialiste justement des processus scientifiques de décision. Marjorie, par exemple, Marjorie Vachtel, elle travaille auprès de la Commission européenne. Et donc à la Commission européenne, sachez-le, toutes les innovations sont sélectionnées par un processus de consensus. Donc c'est un processus scientifique qui est en plusieurs étapes. Et donc par exemple, c'est elle qui a impulsé la méthode qui est utilisée au sein du comité scientifique, à savoir qu'il y a un consensus permanent qui est trouvé pour déterminer les meilleures innovations. Et après, ce comité scientifique, il est aussi renouvelé par tiers tous les 3 ans. Et donc voilà, donc on va essayer d'amener aussi de nouvelles expertises, également des profils différents, notamment peut-être un peu plus sociaux, parce qu'on voit que la sensibilisation extra, c'est important, et aussi des profils internationaux. Voilà. Et après, pour vous donner un peu une idée des grandes institutions, il y a CNRS, INRAE, CEA, École Polytechnique, Commission européenne. Voilà, l'idée, on est très français pour le moment, mais évidemment, l'idée, c'est que des gens qui sont scientifiques, voilà, de métier. Karim. Eh bien moi, comme la demoiselle juste au début, je souhaitais vous remercier, presque l'humanité finalement, pour ce que non, vous non, faites. alors on va pas sauver le monde, hein, je le dis tout de suite. Disclaimer, Time for the Planet ne sauvera pas le monde. Mais... C'est plus pour vous donner de la force pour mener l'humanité là où elle doit être. Gentil, et d'autant plus fier que vous soyez lyonnais. Moi, c'était plus une question... Moi aussi, je suis lyonnaise, hein. Allons-y. Bienvenue au club. C'était plus une question par rapport à ce que vous avez mentionné. Alors, je suis aussi enseignant en école de commerce et j'ai fait de ma mission cette année d'enseigner justement l'écologie et de sensibiliser la nouvelle génération qui, je pense, va nous sauver demain. Sauf que je me heurte à d'autant plus d'éco-anxiété et tous ces travers qui, moi, me font encore plus peur de la part de ces jeunes qui, souvent, ne recyclent même pas. Et ce qui m'a touché, c'est que vous avez dit que vous étiez presque un média. Et je sais qu'en parallèle, je crois que vous montez ça avec Com. Ouais. Et je voulais savoir, sachant que c'est assez temporaire, je voulais savoir si ça allait, vous allez monter un vrai média pour vraiment faire en sorte de prêcher la bonne parole constamment. Vous essayez de me tirer les verres du nez, je vois bien ce que vous essayez de faire. Non, en fait... ça, c'est quelque chose, comme beaucoup de choses dans Time, c'est des choses qu'on n'avait pas prévues. C'est-à-dire qu'on devienne une espèce de mouvement aussi énorme avec des milliers de gens qui s'engagent à nos côtés, etc. Et donc, du coup, c'est vrai qu'on se pose plein de questions là-dessus. Voilà, on a déposé des projets d'émissions de grande audience auprès de grands producteurs, de grosses chaînes françaises, voilà, sans rentrer dans les détails. Donc, c'est évidemment des projets qu'on aimerait porter parce que pour la marque Time for the Planet, ce serait génial, mais aussi parce qu'il y a un vrai enjeu de sensibilisation. Après, la sensibilisation, ça n'a jamais été le cœur du métier de Time, donc on essaye de rester assez focalisé là-dessus. Mais c'est sûr qu'avec beaucoup de pouvoir vient beaucoup de responsabilités. Donc du coup, nous, on essaye un peu, on n'a pas beaucoup de pouvoir, mais on a une grande audience. Donc on essaye de faire en sorte que effectivement, on puisse progressivement pousser davantage de contenu. Donc il y a Comédia, avec Harold, qui est le cofondateur de Comédia, avec qui on travaille pas mal. Et aussi, là, on a commencé, je ne sais pas si vous avez vu le post d'hier, c'est un média qui s'appelle C'est vrai ça,
qui a créé toute une petite série animée autour du climat et du dérèglement climatique, et on va pousser ces vidéos-là progressivement dans le temps. Voilà, et donc effectivement, on va de plus en plus essayer de prendre la parole sur ces sujets, sachant que Time for the Planet a une ligne directrice qui est très particulière, c'est-à-dire qu'on est dans l'optimisme, jamais dans le catastrophisme. On ne juge jamais personne, c'est-à-dire qu'on ne dit pas qui est bien, qui est mal, qui est mauvais, etc. On sort vraiment de tous ces grands schémas de pensée parce qu'on trouve que ça nuit à l'action. Et donc voilà, on va essayer d'imaginer une ligne de communication qui nous ressemble, qui soit très enthousiasmante, qui soit très drôle et qui soit jamais moralisatrice ou culpabilisante, parce qu'on pense que personne n'a envie de rejoindre une cause de dépressif anyway. Donc voilà, autant faire ça joyeusement. Voilà. Alors, combien on est chez Time for the Planet? En salariés, on est 10 pour 110 000. On a calculé, si on passait 1 heure avec chacun de nos actionnaires, on devrait y passer genre 40 ans, je crois. Voilà. Mais du coup, c'est un fonds? C'est une société en commandite par action, donc on est une entreprise et on a un statut de fonds par ce visa de l'autorité des marchés financiers qui nous permet de faire, donc on appelle ça une offre publique. C'est là que mes compétences arrivent à leur terme. Une offre publique d'augmentation de capital, je crois que c'est comme ça que ça s'appelle, et voilà. Mais enfin, ce que je veux dire, c'est quand on donne des fonds à Time for the Planet, on le donne à qui? On le donne à ce fonds qui réinvestit? Ouais. Ou à une société qui gère ce... C'est-à-dire que l'ASCA Time for the Planet gère les fonds et les investit. Donc vous prenez des parts dans le capital de la SCA Time for the Planet, qui elle-même investit. Voilà. On n'a pas, on va dire, de véhicule intermédiaire entre les deux. C'est vraiment, tout est lissé à ce niveau-là. Super. Ah, Antoine a une question. Dans la même question, dans la même veine un peu que Julien, pourquoi vous avez choisi ce statut société plutôt qu'association? On a vu par exemple dans l'actualité, il y avait The Event où vous avez été entré et sorti. Et il favorise un peu la notion de don et notamment la participation de l'État avec. Oui, oui. Voilà. Pourquoi ce choix d'entreprise plutôt qu'associatif? En fait, c'était vraiment un choix, effectivement, parce que on a dû travailler pas mal avec des avocats qui sont spécialistes de ces questions-là. En fait, il y a 2 raisons principales. La première raison, c'est qu'en fait, une association ne peut pas lever des fonds en capital. En fait, on ne peut pas collecter on peut pas collecter des fonds pour les réinvestir en capital, en equity, dans des sociétés, dans les quantités qu'on voulait faire. Ça, c'était pas possible. Et par ailleurs, être actionnaire copropriétaire de Time for the Planet, en fait, on se rend compte que c'est un biais psychologique, enfin, c'est pas un biais psychologique, mais c'est un levier hyper puissant, qui est en fait finalement plus puissant que adhérent ou donateur d'une association. Moi, j'ai longtemps travaillé dans la philanthropie avant, et c'est pas du tout les mêmes mécanismes. Et donc du coup, aujourd'hui, enfin moi, j'ai fait des campagnes où on avait, je sais pas, genre 5 000, 6 000, 10 000 donateurs, et j'ai jamais vu une communauté aussi suractive et surinvestie. Alors bien sûr, le sujet du climat pousse à l'engagement, mais en fait, ce statut de société, il nous permet vraiment de créer un sentiment d'appartenance qui est, je dirais, au doigt mouillé, 3 à 5 fois plus fort que pour l'adhésion à une association. Mais la première raison est une raison technique, juridique. Et oui, on était très triste de ne pas bénéficier du certificat. C'était 2 millions d'euros quand même. Oui, j'ai une déformation financière et du coup je regardais le bilan et je voyais que vous avez donc 6 millions ou 7 millions, hein, c'est ça, de capital, et en fait vous avez investi de 1,5 million. Ah, ça c'est le dernier, mais là on a investi 6,5 millions. C'est celui de 2020 là qui est sur le site 2021, ouais. Et effectivement, là, 2022, je pense qu'on va le faire, là, notre... commissaire aux comptes, il doit faire ça, je sais pas. Mais oui. En fait, oui. Donc, comme on est un fonds, on est obligé d'un peu mitiger les risques. Voilà, et on est obligé Et puis, par ailleurs, on sait qu'avec la notoriété, en fait, il y a 2 choses. Déjà, on sait qu'avec la notoriété, on va avoir de plus en plus de demandes de financement pour des tickets de plus en plus gros. Et d'ailleurs, on a déjà dû refuser,
laissé passer notre tour sur des tours de table parce qu'en fait, le positionnement minimum, c'était 10 millions. Et on était en mode, en fait, si on met 10 millions, après, on n'a plus d'argent. Donc, en fait, voilà, on peut pas. Donc, c'est pour ça qu'on a vraiment besoin d'argent tout le temps et le plus vite possible parce qu'en fait, on passe à côté d'opportunités géniales à cause de ça. Donc, la première chose, c'est on a besoin on peut pas tout investir d'un coup. Et aussi parce qu'en fait, on a des enjeux de réinvestissement. Par exemple, les Leviathan Dynamics, on a investi 350 000 au départ. On leur a dit, si tu vends les 4 protos, on rediscute. Bon, en 6 mois, il avait pillé le truc, mais on s'y attendait pas, en fait. Et du coup, il y avait un vrai enjeu à être en capacité de réinvestir parce qu'en fait, du coup, ça nous permet de pas trop nous diluer. Et voilà. Et donc, du coup, c'est vrai qu'aujourd'hui, on a levé 16,5 millions d'euros et on a investi que 6,5. Mais parce qu'en fait, on veut se laisser la possibilité d'investir des très gros tickets cette année, parce qu'en fait, on va doubler la taille du portefeuille d'ici la fin de l'année 2023, donc ça va vite, quoi. Et le deuxième sujet, c'est le réinvestissement dans nos participations, parce que Leviathan Dynamics, j'ai dit, on a investi 350 000, mais on a rallongé, après, on a réinvesti plus d'1 million d'euros. Donc, si on sent que ça décolle, on peut mettre un gros ticket tout de suite. Et donc, du coup, c'est pour ça. Mais après, on est accompagné, on a un conseil de surveillance qui nous aide là-dedans. Et là, on va renforcer l'équipe sur ces sujets-là pour faire en sorte de faire les meilleurs choix possibles en la matière, absolument. Et du coup, vous participez au conseil d'administration des sociétés dans lesquelles vous investissez? Tout à fait. Oui, on met en place un processus de suivi. Alors là encore, on essaye de les embarquer dans une vision. On va beaucoup plus loin que juste on vient au conseil et on part. On va voir les équipes, on les embarque, etc. Mais effectivement, oui, on a une place au comité exécutif de chacune de nos participations, comme un fonds en fait. Super. Peut-être une dernière question. Voilà. Emmanuel. Il y en a plein, on en a reçu plein dans le bâtiment. Sur le site, en réalité, si vous cliquez sur innovation, vous allez tomber et vous pouvez trier par secteur. Par exemple, en fait, le parent pauvre, pour le moment, c'est l'agriculture, où on a très peu d'innovation. Et ça nous rend très triste. On a rencontré des gens du ministère de l'Agriculture pour faire en sorte de voir comment on pourrait peut-être accélérer ça. Mais sinon, les gros secteurs, c'est énergie, transport et bâtiment. Les gros, où on a quand même beaucoup de choses. Là, on a failli investir dans un système de bardage qui permet de prendre la chaleur et du coup de chauffer des grands bâtiments qui sont en bardage métallique. Donc ça, c'est aussi ce qu'on appelle de la low-tech. Parce que Time for the Planet n'investit pas que de la high-tech, il y a aussi des trucs très simples, low-tech, mais qui, bien pensés, peuvent vraiment décarboner de manière très significative. Mais il y a beaucoup de choses, donc si vous voulez aller regarder, voilà. Et je vous conseille plutôt d'aller vous verrez à gauche, il y a une rubrique comité scientifique, donc je vous conseille d'aller là, et ensuite de regarder ce qui a été évalué par le comité scientifique, parce qu'il y en a moins, et ça sera un peu moins submergent que si vous allez dans la case 1200, tout en haut, soumis à l'évaluation, quoi. Super, merci Emma de cette intervention. Merci à vous. Voilà, donc cette intervention clôturait la première journée de Digital Habitat. Merci encore à tous ceux qui sont venus et à ceux qui ont suivi à distance cette première journée, sachant que demain on continue, puisqu'il y a une quarantaine de webinaires qui sont donc organisés. Et donc ceux qui ne sont pas encore inscrits, vous pouvez le faire sur la plateforme Digital Habitat. Directement, l'inscription est très simple. Voilà, merci à tous encore de votre présence et bonne fin de journée.